Je n'ai pas connu d'autre père que Malraux, André. Deux noms que j'ai entendus avec des guillemets pendant une vingtaine d'années, l'un comme l'autre parce qu'il ne faisait qu'une double coïncidence avec celui que j'appelais papa, sans guillemets. C'est vrai. Je ne me souviens pas du temps où je ne le connaissais pas. Lui, mon père. Sans doute possible. Monsieur, disait Blanche, notre cuisinière, avec la distance du quant à soi et l'usage de la troisième personne de courtoisie, encore en vigueur quelques années après la guerre, que lui dictait la comparaison entre ce nouveau maître et l'ancien, Sacha Guitry. Là où moi on recevait, soupirait-elle, déjà moins protocolaire. Elle le devenait moins encore lorsque, ayant regagné ses fourneaux, à l'abri de son sanctuaire, elle mettait en joie tout le personnel, tapageuse et vengeresse, d'un « on dit que monsieur a tout vu, il n'a pas vu mon cul », ce qui n'était pas faux. Nous ne savions pas quoi faire de ce leitmotiv iconoclaste, qu'il n'était pas question de rapporter aux parents. L'après-midi, après la vaisselle du déjeuner, Blanche, qui ne s'était jamais vraiment remise de l'accident de cheval qui avait coûté la vie à son fils unique, ne montait pas tout de suite dans la chambre. La table redevenue propre, elle se rasseyait, puis allongeait son buste en avant et fermait les yeux, offrant à son front le point d'appui de ses bras repliés auxquels elle demandait refuge. Experte est-ce débilité, notre nurse s'asseyait à ses côtés et lui glissait à l'oreille. « Vous êtes triste, hein, Blanche ?» Comme tous les adultes, Malraux m'est apparu immense. Impossible de devenir aussi grand que lui-même quand je serai grand. Du bureau où il travaillait, qui se tenait dans une sorte d'alcôve ouverte sur « la grande pièce » entre guillemets, nom de baptême du gigantesque salon, jusqu'à ma chambre, à l'étage au-dessus, il y avait loin. Pour y remonter, à quatre pattes, faut-il le dire, le temps me semblait long. C'est là que j'ai découvert, au sein d'un énorme nuage bleuté, Malraux, la tabagie que dégageaient ses cigarettes Camel. Il y a longtemps que je ne fume plus, mais il m'arrive rarement de respirer leur arôme, je devrais dire subir, sans penser à lui. Presque en même temps, je découvrais la musique quand ma mère jouait la seconde rhapsodie en sol de Brahms que lui avait découverte un disque imparfait et sublime d'Edwin Fischer. Poisson d'heure de Debussy, quelques pièces de Satie, dans la gymnopédie devenue depuis si célèbre, mais à l'époque au cœur de son purgatoire. Papa, il nous parlait guère, mais lorsqu'il me jetait l'un de ses regards obliques, à 45 degrés selon son expression, nécessairement de très haut, il me plaisait. Toutefois, je sentais qu'il ne fallait pas m'attarder dans cette pièce au plafond démesuré. Je n'étais là que de passage. Mon logis était au second, on n'avait pas besoin de me le signifier. C'est ce salon qui m'a déformé pour la vie, les plafonds que j'ai pu voir partout ailleurs, et jusqu'à ceux qui depuis m'ont abrité me semblent toujours bas. Celui de la grande pièce était sinon triple, du moins largement double, comme le sont ceux d'un atelier, mais avec dans ce cas une disproportion encore accusée par la couleur des murs, blancs comme ceux d'un couloir d'hôpital. Je le trouvais beau, cet espace. Double aussi un piano qui ne m'étonnait pas, puisque c'était le premier que je voyais. La surprise des visiteurs qui n'en avaient jamais vu ou imaginé de semblable me faisait sourire. Fort long, habillé d'acajou qu'on avait décapé puis cérusé, ce Pleyel comptait parmi les rares prototypes lancés par cette firme pour l'exposition universelle de 1937. Il avait la forme d'une haute table de billard, flanquée à chacune de ses extrémités d'un clavier, le tout réunissant deux instruments en un. Il arrivait